Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, je voudrais commencer par un constat qui dépasse largement ce texte. L'outre-mer n'est pas pensé en amont dans notre législation. L'outre-mer fait souvent l'objet de rajouts ou même bien souvent elle est oubliée. Combien de projets de loi traversent cet hémicycle sans qu'un seul article ne prévoie d'adaptation spécifique au territoire ultramarin? Combien de réformes sont conçues pour l'Hexagone, avec des structures, des calendriers, des moyens calibrés pour l'Hexagone, et qu'on plaque ensuite mécaniquement sur des territoires qui n'ont ni les mêmes contraintes géographiques, ni le même tissu institutionnel, ni tout simplement les mêmes réalités. C'est un problème structurel, et je le dis sans le détour, cette absence quasi systématique de volets ultramarins dans les textes de loi n'est pas un oubli anodin, c'est une forme de mépris institutionnel. Dans le rapport budgétaire que j'ai présenté en octobre dernier à la commission des lois, je l'écrivais noir sur blanc, l'outre-mer, c'est la France abandonnée depuis près de 15 ans. Une France où l'État s'est réduit à une logique de gestion au jour le jour, crise après crise. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, et cela ne date pas d'hier. Sous Emmanuel Macron, l'outre-mer n'a jamais été un sujet traité avec sérieux ni avec respect. Bientôt 10 ans, 2 mandats, des crises à répétition en Martinique, en Guadeloupe, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, et à chaque fois la même réponse, des déplacements ministériels, des annonces, des plans, et puis le silence. L'outre-mer a été géré comme un angle mort de la politique française. C'est précisément pourquoi l'élection présidentielle à venir peut être salvatrice et doit être l'occasion d'un vrai changement de cap, d'une alternance qui remette enfin nos compatriotes ultramarins au cœur des priorités nationales. Et ce mépris ne vient pas que de l'exécutif. Il est aussi parlementaire. Pas plus tard que la semaine dernière, nous en avons eu une nouvelle illustration avec le rejet de la proposition de loi visant à abroger l'interdiction de rechercher et d'exploiter des hydrocarbures en outre-mer, un texte pragmatique, utile, qui aurait permis à nos territoires de valoriser leurs ressources naturelles et de renforcer leur autonomie énergétique. Mais ce texte a été rejeté, non pas parce qu'il était mauvais pour nos compatriotes, mais parce que la gauche et le bloc central ont une fois de plus choisi l'idéologie contre l'intérêt général. Ils ont préféré enfermer le débat dans leur posture habituelle plutôt que de penser concrètement au bien de ceux qu'ils prétendent défendre. C'est une trahison de l'outre-mer et nos compatriotes s'en souviendront. Alors le texte dont nous débattons aujourd'hui va-t-il dans le bon sens? Oui, partiellement, et c'est pourquoi notre position sera nuancée. Sur le premier volet, l'habilitation donnée à l'Assemblée de Martinique pour fixer des règles spécifiques en matière d'énergie, nous voterons pour. C'est exactement la logique que nous défendons, adapter la norme à la réalité du terrain. La Martinique n'est pas raccordée au réseau continental, elle a ses propres contraintes de production, de distribution, de transition énergétique. Il est donc légitime, il est même nécessaire que son Assemblée puisse légiférer au plus près de ses réalités spécifiques, puisqu'ici, cela n'a pas été le cas. C'est la logique de l'article 73 de la Constitution, une habilitation ciblée, concrète, qui permet à une assemblée ultramarine de légiférer sur ce qu'elle connaît de mieux, mieux que quiconque. C'est exactement ce type d'approche différenciée que nous défendons plutôt que l'uniformité aveugle qui prévaut trop souvent. Mais ce texte ne s'arrête pas là. Et c'est sur ce second volet que nos réserves sont sérieuses. L'article 2 nous demande d'habiliter la création d'une autorité unique pour l'exercice des compétences en matière d'eau et d'assainissement. Le problème, c'est que nous ne connaissons pas réellement les contours de ce que nous votons. Quelle sera son composition? Quelle place pour les communes et les intercommunalités? Comment seront répartis les moyens financiers? Et surtout, comment cette nouvelle architecture améliorera-t-elle concrètement le service rendu aux usagers? De surcroît, cette réforme est contestée localement par les acteurs mêmes qu'elle est censée servir. L'exemple, par ailleurs, de la Guadeloupe n'est pas à même de nous rassurer. Et Madame la Ministre, permettez-moi par ailleurs de m'étonner de votre satisfecit quant à l'action de l'État outre-mer au sujet de l'eau. Faut-il vous rappeler, Madame la Ministre, que de nombreux compatriotes ultramarins n'ont toujours pas accès à l'eau en 2026. Le groupe Rassemblement national défend, lui, une conviction simple.
La gestion de l'eau doit rester au plus près du terrain. Ce sont les communes et les maires qui sont en première ligne. Ce sont eux que les habitants interpellent lorsque l'eau ne coule plus. Éloigner la décision sans garantie de résultat, c'est prendre le risque d'aggraver la situation. Madame la ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, nous voterons évidemment l'article 1er de cette loi sur les adaptations en matière d'énergie parce qu'il traduit une vraie logique d'adaptation ultramarine que nous soutenons. Mais nous nous abstiendrons en revanche sur l'article 2, faute de garanties suffisantes sur son efficacité concrète et face à une réforme contestée sur le territoire qu'elle prétend servir.